Europe 1, il est 13h. Europe 1, 13h. 13h, 14h. Céline Géraud. Bonjour à tous, bienvenue à Europe 1 13h, c'est votre rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. Il y a un an, jour pour jour, l'attaque du Hamas plongeait Israël dans l'horreur et la sidération. Les hommages et les commémorations se succèdent. Europe 1 s'y associe et nous serons en Israël dans quelques instants. Au même moment, énorme malaise diplomatique. Les déclarations du président Emmanuel Macron sur l'arrêt des livraisons d'armes à Israël ont suscité une vague d'incompréhension et d'indignation. Un narcomicide d'une sauvagerie inédite. À Marseille, un tueur à gages de 14 ans, recruté de sa cellule par un détenu, a abattu froidement un chauffeur de VTC. Et puis, dans un contexte budgétaire désastreux, va-t-on vraiment profiter de la baisse de l'électricité en février prochain ? Élément de réponse à la fin de ce journal. Bonjour Géraldine Amont. Bonjour Céline. La tendance météo pour l'après-midi ? Eh bien, un temps très dégradé ce lundi après-midi, puis soutenu et orageux sur une large moitié sud-est. Les cumuls deviennent importants sur les Cévennes à partir de ce soir. L'Ardèche, le Gard et la Lozère seront placés par Météo France en vigilance orange, pluie, inondation à partir de 22h. Les températures, il fera 17 à 22 degrés sur la moitié nord, 19 à 24 degrés au sud, jusqu'à 26 en Aquitaine et en Corse. Météo complète sur Europe 1 à la fin de ce journal. Europe 1. 7 octobre 2023, à l'aube, le Hamas déclenche l'opération Déluge d'Al-Aqsa dans le sud d'Israël. Un massacre qui fera plus de 1200 victimes civiles, des vies brisées, une jeunesse fauchée en pleine insouciance. Et tout a commencé à Reim, dans le désert de Negev, au festival de musique Nova, où les commémorations vont se succéder toute la journée. Le reportage sur place de l'envoyé spécial d'Europe 1, Wilfried de Villers. Le jour se lève sur la plaine de Reim, il est 6h29 quand de la musique brise le silence et les pleurs. Le dernier morceau joué avant l'attaque des terroristes. Malgré sa tristesse déchirante, Marlène se tient debout à côté d'un portrait de sa petite fille Bar. C'est très très dur. Je sens dans tout mon corps des frissons après tout ce qu'ils ont vécu. Il faut être là pour vivre un peu ce qu'ils ont vécu. C'est dur de ne plus la voir, de ne plus être à côté d'elle. C'est pas possible de vivre. Les photos des victimes de l'attaque flottent au vent attachées à des arbres. Une jeune femme serre dans ses bras un coussin. Dernier cadeau de son compagnon Elia. J'ai fait de mon mieux pour venir ce matin parce qu'il a été là, ici, à cette heure, il y a un an. Et j'ai envie de ressentir ce qu'il a ressenti dans les derniers moments de sa vie. La mienne est détruite. Elle allume une bougie en hommage à son compagnon, une flamme symbole de vie, explique-t-elle. Après une minute de silence, certains parents racontent au micro le souvenir de leurs enfants. Des centaines de personnes sont attendues tout au long de la journée sur le site du festival. Reim, Wilfried de Villers, Europe 1. Et ce pogrom a aussi fait 251 otages. Aviva Siegel a 62 ans. Elle a été détenue pendant 51 jours dans un tunnel à Gaza. Son mari est toujours retenu par les terroristes du Hamas. Alors après avoir vécu l'enfer, elle tente de survivre. Son témoignage est poignant. Quand ils nous ont fait descendre dans le tunnel, j'étais sûre que nous allions mourir. Nous ne pouvions tout simplement pas respirer. On s'est allongé sur un matelas posé au sol. Ils nous affamaient. Nous n'avions presque pas de nourriture et en une journée, on recevait parfois qu'une demi-pita. Et on devait les supplier pour avoir de l'eau. Le plus dur pour moi, c'est quand ils torturaient Kiss. Moi aussi, j'ai été torturée. Nous n'avions pas le droit de montrer nos émotions. J'ai dû me cacher pour pleurer. Je mettais la main sur mes yeux allongés et faisais semblant de dormir alors que je pleurais. Un jour, ils ont emmené l'une des filles avec qui j'étais en captivité dans les toilettes. Quand elle est revenue, elle tremblait. Quelques heures plus tard, elle nous a avoué avoir été violée. Et je suis sûre d'une chose, les conditions de vie là-bas sont toujours les mêmes. Le témoignage d'Aviva, recueilli par Wilfried de Villers, l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Une centaine de personnes, dont 2 Français, seraient toujours retenues par le Hamas. Et en fin de matinée, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée les familles d'otages, quelques heures seulement après avoir déclenché un malaise diplomatique d'ampleur en déclarant qu'il fallait cesser de livrer des armes à Israël. Honte à vous, a répliqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Jacques Serret, une fois de plus, le chef de l'État fait du « en même temps » quitte à brouiller le message.
Emmanuel Macron persévère dans son exercice d'équilibriste. Le temps du cessez-le-feu est désormais venu, a redit le président français hier par téléphone à Benyamin Netanyahou. Le chef de l'État maintient sa position. Il se prononce pour un embargo sur la livraison d'armes à Israël utilisée à Gaza. Un message pour le moins surprenant. Mais le palais assume cet entre-deux, réaffirmant au même moment l'engagement indéfectible de la France pour la sécurité d'Israël. Car pour Emmanuel Macron, la libération des otages passe par une solution politique et non par des bombardements. Une prise de position qui suscite l'incompréhension jusque dans son propre camp. On ne peut pas faire de en même temps sur ces sujets-là, fustige un député du parti présidentiel qui regrette l'une des préoccupations du chef de l'État, à savoir voir le conflit s'importer en France. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et après le recueillement se poursuivra donc ce soir au Dôme de Paris, soirée de commémoration à l'initiative du Conseil représentatif des institutions juives de France, en présence du Premier ministre Michel Barnier. Et depuis le massacre du 7 octobre, les actes antisémites se sont multipliés, notamment dans nos écoles. Des insultes, des tags. L'année scolaire a été marquée par 1600 actes antisémites. C'est 4 fois plus que l'année précédente. Louis Salé, conséquence, les familles juives préfèrent se tourner vers les écoles confessionnelles. L'an dernier, la fille d'Esther, en 5e, a reçu plusieurs messages sur le réseau social Snapchat. Sur ces messages, on voyait des jeunes de son établissement en train de se filmer avec des filtres grotesques, dire « fuck les juifs, mort aux juifs, tout ça c'est la faute des juifs ». Et puis des photomontages absurdes avec des petits chatons tout mignons qui faisaient des saluts hitlériens. J'ai parlé avec les jeunes garçons. Aussi incroyable que ça puisse paraître, ils n'avaient pas idée du sens de leurs propos. Cette mère regrette que les élèves n'aient pas davantage de cours pour expliquer ce qu'est l'antisémitisme. Dans la cour de son collège, Romane, en 4e, entend beaucoup de discussions qui dérapent sur le conflit israélo-palestinien. Un camarade pensait que les juifs faisaient pas mal de trucs mal en ce moment. Ils mettaient tous les juifs dans le même sac. Le 7 octobre a amplifié ce phénomène qui n'est pas nouveau selon Simone Rodan-Benzaken. Elle dirige l'ONG American Jewish Committee qui a publié une radiographie de l'antisémitisme en France en 2024. 62% des victimes d'antisémitisme indiquent avoir fait l'objet d'injures dans un établissement scolaire. De plus en plus de familles juives se tournent alors vers des écoles confessionnelles qui ont, d'après le Fonds social juif unifié, créé plus de 30 nouvelles classes pour la rentrée cette année. Louis Salé, spécialiste éducation à Europe 1. Et on reste bien ensemble sur Europe 1 dans quelques instants, la suite du journal avec un tueur à gages de 14 ans qui abat un père de famille à Marseille sur fond de trafic de drogue. Quelle piste pour le budget qui sera présenté jeudi à l'Assemblée? Et puis la baisse de l'électricité annoncée pour février qui pourrait être rabotée. Europe 1 vous dit tout, à tout de suite. Europe 1, il est 13h07. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h09 sur Europe 1, la suite du journal de Céline Giraud. Et dans ce journal, Céline, vous revenez sur ce règlement de compte d'une sauvagerie inédite à Marseille sur fond de trafic de drogue. Oui, un tueur à gages de 14 ans seulement est accusé d'avoir tué de sang-froid un chauffeur de VTC qui refusait de le laisser descendre alors qu'il avait repéré sa cible en pleine rue. Un narcomicide commandité depuis sa cellule par un détenu. Nina Pavant. L'âge des mineurs impliqués interpelle, 14 et 15 ans. Ils ne sont plus simplement recrutés pour dealer, mais pour intimider avec des armes, voire tuer. Le procureur de Marseille, Nicolas Besson, note d'ailleurs la violence inouïe avec laquelle un adolescent de 15 ans a été assassiné mercredi dernier. Lui va être lardé de 50 coups de couteau, conduit à la cité Fontcolombe. Il va être brûlé vif. Et un deuxième règlement de compte sanglant, 2 jours après, fait une victime collatérale, un chauffeur VTC de 36 ans, père de famille, abattu d'une balle dans la nuque par un jeune de 14 ans. Une sauvagerie à laquelle les Marseillais finissent par s'habituer. C'est des quartiers qui ont une réputation aussi, on la connaît. C'est quelque chose, je pense, qui concerne vraiment les personnes qui vivent dans ces quartiers-là notamment. Elle est politique, la solution, c'est tout. Et justement, pas de ministre qui se déplace, alors qu'il y a eu 2 assassinats sanglants. Et c'est pas d'aujourd'hui. Une information judiciaire est ouverte pour ces 2 assassinats. Un complice de 15 ans est toujours en fuite. Le commanditaire et les mineurs qu'il a recrutés ont été déférés devant un juge pour homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs. Marseille, Nina Pavant, Europe 1. 13h10, la politique maintenant et le budget 2025 qui sera donc présenté jeudi à l'Assemblée nationale. Une épreuve du feu pour Michel Barnier et en coulisses, Arthur Delaborde, le Premier ministre, est surveillé de près par Emmanuel Macron.
Face au mur budgétaire, Emmanuel Macron renvoie à la responsabilité de Michel Barnier. Officiellement en retrait sur les affaires intérieures, le chef de l'État entend se concentrer sur les sujets européens et internationaux, mais difficile de rester dans son rôle de président et de laisser le Premier ministre gouverner quand celui-ci amorce une rupture avec le cap pro-business fixé depuis 2017. En défendant des hausses d'impôts pour les plus grandes entreprises, Michel Barnier tourne la page de la stabilité fiscale toujours défendue par Emmanuel Macron. Dans l'ombre, le président espère bien continuer à peser. Ainsi, ce week-end, il a appelé le Premier ministre au dialogue avec les responsables qui ont, je cite, une vision assez claire des affaires publiques et du budget de ces derniers mois et de ces dernières années. Autrement dit, sans intervenir directement, le chef de l'État incite fortement Michel Barnier à négocier avec les poids lourds de son camp, comme Gabriel Attal et Gérald Darmanin, membres du principal groupe de la majorité relative soutenant le Premier ministre, tout en contestant ses choix budgétaires. Les informations d'Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Et puis sachez que le prix Nobel de médecine a été décerné ce matin aux Américains Victor Ambros et Gary Ruvkun pour leur découverte du micro-ARN, une nouvelle classe de molécules minuscules qui joue un rôle crucial dans la régulation de l'activité des gènes. 13h12, on vous avait promis, souvenez-vous, une baisse de 10 à 15% des factures d'électricité en février prochain, partout et pour tous. Mais attention, vous pourriez avoir une mauvaise surprise, car le gouvernement réfléchit à augmenter la TICFE, la taxe de consommation finale sur l'électricité, dans des proportions plus importantes que ce qui était prévu, Margot Faudéré. C'est un sujet particulièrement sensible, met en garde le porte-parole d'une association de consommateurs. Alors que les prix de l'électricité ont augmenté de 40% ces 2 dernières années, les Français attendaient de pied ferme une baisse de leurs factures. Mais en proposant de relever la fiscalité sur l'électricité au-delà de ce qui était initialement prévu, le gouvernement risque de faire déchanter tous les Français, aussi bien ceux qui ont une offre au tarif réglementé que ceux avec une offre de marché, explique Sylvain Le Faller, cofondateur d'Elowatt. Les clients qui verront une hausse sur la facture, c'est les clients qui sont en offre de marché à prix fixe. Pour les clients qui sont au TRV ou sur une offre de marché indexée au TRV, la baisse de prix sera elle aussi moins importante. Pour Nicolas Goldberg, expert de l'énergie chez Columbus Consulting, cette décision irait surtout à l'encontre de la politique d'électrification que le gouvernement essaye de mettre en place. Si vous taxez l'électricité alors que vous voulez inciter à sa consommation, vous envoyez un message contradictoire quand bien même vous renflouez un peu les caisses de l'État. La ministre de la Transition écologique elle-même s'inquiète du risque d'aller trop loin. C'est le Parlement qui devra tranché au moment de l'examen du budget pour 2025 en fin de semaine. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1, 13h13, un point sur les marchés avec vous maintenant, Claire Lemaître de Boursier.com, un marché très hésitant. Oui, on est sur une toute petite hausse, plus 0,1%, 7552 points, marché toujours freiné par les tensions au Moyen-Orient. D'ailleurs, le pétrole monte encore, le baril de Brent a repris 10% depuis une semaine. Total Énergie en profite et gagne encore plus de 1%. Du côté des baisses, Ubisoft perd 3%, l'éditeur de jeux vidéo a flambé de 30% vendredi en réaction à des rumeurs. La famille Guillemot et le chinois Tencent envisageraient plusieurs scénarios, dont un rachat ou une sortie de la cote. Ubisoft répond aujourd'hui qu'il examine régulièrement toutes ses options stratégiques. Donc une petite baisse pour Ubisoft. Les marchés en Europe, Londres gagne 0,3%, moins 0,2 pour Francfort, plus 0,1 à Paris pour le CAC 40, 7550 points. Merci Claire Lemaître de Boursier.com. Et avec vous, Géraldine Amont, la météo et le temps qui se dégrade. Et oui Céline, cette dégradation est selon Météo France peu habituelle pour un mois d'octobre. Des orages et des pluies intenses vont se renforcer de la Nouvelle-Aquitaine à l'Auvergne, la Bourgogne et la Lorraine, avec un risque de grêle et de cumul important et de fortes rafales de vent. Le temps aussi est très perturbé sur la Corse, la région PACA et le Languedoc-Roussillon, avec un ciel couvert et des pluies passagères. Ces pluies seront plus régulières sur les Cévennes. Elles s'intensifient aussi et deviennent orageuses, surtout sur le Haut-Languedoc et en Ardèche, apportant des cumuls importants d'ici demain. L'Ardèche, le Gard et la Lozère, je vous le disais, seront placés en vigilance orange pluie inondation à partir de 22h. Et concernant le vent, il souffle très fort sur les Pyrénées, sur le relief du Massif central et la vallée du Rhône, où les rafales atteignent 80 km/h jusqu'à 90 km/h dans les vallées d'Auvergne-Rhône-Alpes et plus de 100 km/h sur la chaîne pyrénéenne. Il fera 17 degrés à Brest, 18 degrés à Paris, 19 à Lille, 21 à Montpellier, 23 à Nîmes, 25 à
à Grenoble, jusqu'à 26 degrés à Ajaccio et Cahors. Et pour demain, prudence car les pluies se renforcent dans le sud-ouest jusqu'en Bourgogne avec un risque de grêle. Et attention aussi au cumul et des orages à surveiller aussi sur le sud-est. Merci Géraldine Hamon. Restez bien avec nous sur Europe 1 jusqu'à 14h. Dans quelques instants, nous serons avec Sébastien Spitzer. Il est journaliste et écrivain et dans son livre « Et nous danserons encore », il a recueilli une série de témoignages poignants de rescapés, de familles de victimes pour que personne ne puisse trahir ou détourner ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre. À tout de suite. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Géros sur Europe 1. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h19 sur Europe 1, vous écoutez Céline Géros. Et ce lundi 7 octobre, Céline, vous recevez Sébastien Spitzer, journaliste et auteur de « Et nous danserons encore », paru aux éditions Albin Michel. Bonjour Sébastien Spitzer. Bonjour. Bienvenue chez nous. Vous êtes romancier, journaliste et dans cet ouvrage que j'ai dans les mains, Et nous danserons encore, je l'ai lu d'une traite. Je le dis à nos auditeurs sans pouvoir m'arrêter. Pourquoi ? Parce que moi j'ai été saisie vraiment par la puissance des témoignages. Ils sont poignants, ils sont glaçants. Et au-delà de la barbarie, de la sidération, de toutes ces vies brisées, vous arrivez à mettre en perspective les récits des rescapés, des familles. Alors je vous pose une première question. Quelle est la rencontre ou une rencontre qui vous a particulièrement marqué ? C'est difficile de faire une sélection, mais aujourd'hui, en cette date anniversaire, je pense entre autres à la maman de Netta Epstein. Netta Epstein avait 21 ans le 7 octobre. Netta Epstein allait se marier le 7 octobre avec la jeune Irène, 20 ans. Netta finissait son service militaire. Il a eu maille à partir parfois avec l'armée parce qu'il était exaspéré de voir le traitement qu'on infligeait parfois, de temps en temps, lors de contrôles aux Palestiniens. Vous voyez, oui. Ils habitaient dans un kibboutz à côté de la bande de Gaza. C'était pas anodin parce que sa famille était pacifiste. Oui. La veille du 7 octobre, il fabriquait des cerfs-volants avec la femme qu'il aime, avec la femme qu'il aimait, sa jeune fiancée Irène. Des cerfs-volants qu'il lançait haut dans le ciel avec le mot paix inscrit dessus. Le 7 octobre, ils ne s'attendaient pas à voir débarquer les terroristes du Hamas chez eux, chez Irène et Netta, lancer une grenade, puis une deuxième grenade, et Netta s'est jeté sur la deuxième grenade pour sauver la vie de la femme qu'il aimait. Il a explosé avec cette grenade. Et cette histoire-là, si je vous dis que elle m'a particulièrement marqué parce qu'elle m'a été racontée par Irène et par sa mère, par la mère de Netta Epstein. Et Netta, et la maman Ailette, et la maman de Netta, quand elle me raconte l'histoire, elle évoque plusieurs fois « mes frères ». Je dis « mais quels frères ?» « mes frères palestiniens ». C'est-à-dire que cette femme, elle a perdu son enfant. Et on ne va pas faire de commentaires, ajouter des adjectifs sur ce drame-là, mais elle dit un an après encore, mes frères. C'est dire l'espoir qu'elle a. Sébastien Spitzer est avec nous, auteur de ce roman « Et nous danserons encore », enfin ce recueil de témoignages. Vous êtes romancier, journaliste, je le rappelle. Alors, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'histoires. L'histoire de Morane, qui fait des bijoux, par exemple, qui s'en est sortie. D'Elia Toledano, enlevée avec la jeune Mia Shem, qui a été libérée depuis. Elia Toledano, lui, a été retrouvé mort en décembre dernier. Toute cette jeunesse fauchée. En vous lisant, on se rend compte qu'on est encore finalement tous sous le choc de ce 7 octobre. Ça n'est pas passé. Ça n'est pas passé, non, ça a bouleversé le monde. Mais pour moi, c'est un événement, un drame aussi important que le 11 septembre, si ce n'est davantage. Le 11 septembre et le 7 octobre vont marquer le 21e siècle au fer rouge. Ce sont des moments... je suis passionné par Victor Hugo. Et Victor Hugo, il parlait de la bataille de Waterloo, il disait que c'était un gond. Un tournant du 19e siècle. Je pense que le 7 octobre sera un tournant de ce nouveau siècle, avec une polarisation des opinions, avec un dialogue qui devient quasiment impossible, avec des extrêmes qui s'affrontent, avec un conflit qui est plus incandescent que jamais. Oui, justement, et vous donnez aussi la place dans ce recueil de témoignages à ces familles d'otages qui continuent à se battre en Israël pour ne pas être oubliées par un gouvernement qui, quelque part, se recentre sur des objectifs de guerre contre le Hamas, contre le Hezbollah, désormais. Est-ce que ça écrase l'espoir d'une libération ? Est-ce que vous sentez ça chez les familles que vous avez rencontrées ? Qu'est-ce qui écraserait l'espoir d'une libération ? Le contexte général ? Le conflit, le fait qu'Israël se recentre sur la guerre et peut-être moins sur la libération des otages. Alors ce recentre, il y a une réaction après une attaque colossale de Tsahal à Gaza et puis aujourd'hui au Sud-Liban où se logeaient, où s'abritaient, où se cachaient les miliciens du Hezbollah pour attaquer Israël. Donc il y a une réplique. Maintenant, en ce qui concerne les familles, on est le 7 octobre, on pense à elles, on pense à leurs enfants, à leurs parents, à leurs grands-parents disparus et aux otages qui restent encore là-bas. Elles tremblent en permanence.
Elle tremble chaque jour. Moran Stella, quand elle me raconte son histoire, elle a eu de la chance, elle est restée quelques semaines à Gaza, quelques mois, enfin de la chance, pardonnez-moi. Elle a pu en sortir. Elle a eu aucune chance là-dedans. Mais elle est revenue avec une grosse déperdition de son audition, c'est-à-dire que toutes les explosions qu'il y avait, les bombardements qu'elle essuyait en permanence, ont atteint son audition. Et face à elle, il y avait un bourreau, un des terroristes du Hamas, qui se moquait d'elle et de sa peur et de sa frousse et de sa crainte, parce qu'elle tremblait debout. Il disait, tu sais, quand on entend le bruit des bombes, c'est qu'il faut pas, des roquettes, c'est qu'il faut partir, et quand on l'entend pas, quand on l'entend plus, c'est qu'il est trop tard. Et après de lui de partir dans un grand rire un peu à la Joker, et elle est tétanisée. Et son but de Moran face à ce bourreau-là et son sarcasme insupportable, c'était de plus réagir à la fin. Ouais. Elle arrivait à ne plus réagir. Et voilà, et à résister aussi à la pression de ses geôliers. Il y a tout un travail psychologique aussi que vous racontez très bien. C'est incroyable ce qui se passe entre elle et ses geôliers, justement. Mais Moran Stella, elle est donc captive, kidnappée, la jambe cassée en 2 endroits, avec une autre jeune femme qu'elle va défendre parce qu'elle voit bien que l'un de ses bourreaux emmène sa co-détenue et pour faire des choses qu'on ne va pas décrire à l'antenne. Mais vous pouvez imaginer le pire. Et elle va essayer de s'interposer dans une partie de cartes, dans un jeu de poker menteur, mais qui est l'histoire la plus ahurissante qu'on m'ait jamais racontée, pour faire flancher le bourreau, pour lui faire prendre conscience que ce qu'il fait là, il a tort, ça va lui coûter cher. Et elle arrive à retourner la situation. Et votre travail minutieux d'enquête, de journaliste, vous êtes allé de très nombreuses fois dans les kibboutz, à Tel Aviv, sur les lieux effectivement de ces familles où ces familles se retrouvent. Il est étayé par beaucoup de détails. On a la sensation que vraiment vous ne voulez que tout soit très précis pour pas qu'on puisse détourner la réalité, pour ne pas trahir ce qui s'est passé. Merci madame. C'est tout le but de ce livre, donner à voir. Donner à comprendre pour qu'on puisse se figurer les choses. Vous savez, je suis prof à Sciences Po. J'enseigne là-bas et mes élèves, j'ai vu que l'année dernière, là, il y a eu un shift, il y a eu un basculement, il y a eu une polarisation et il s'est passé quelque chose dans les consciences, alimenté par l'extrême gauche. On en a parlé encore vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon qui appelle la jeunesse étudiante à ne pas se soumettre et à hisser des drapeaux palestiniens demain. Oui, cet homme est un semeur de chaos, il faut que ce soit bien clair. Et il essaie de semer le chaos à Sciences Po. Fort heureusement, il n'y arrive pas parce que c'est une minorité d'étudiants. Et quand on interroge l'ensemble, ils vous diront non. Pas pour Donc nous, ça, c'est ce que vous ressentez, vous, en étant effectivement à l'intérieur, vous-même, vous animez des ateliers d'écriture. Oui. Donc c'est une minorité, c'est ce que vous nous dites aujourd'hui sur Europe 1. Bien sûr, c'est une minorité. Mais c'est une minorité agissante, très bruyante et très perturbante. Et quand je suis revenu d'Israël, en reprenant mes cours l'année dernière à Sciences Po, j'expliquais justement à mes élèves, c'était la première chose, atelier d'écriture, se donner à voir les choses, se représenter un événement. Je leur disais voilà, et dépassons l'abstraction, les écrans sont menteurs, les slogans disent trop et cachent davantage. Méfiez-vous de cette abstraction-là. Il faut, quand on peut, entendre, aller voir, sentir, percevoir, pour prendre la mesure d'un drame. Voilà, pour ne pas, comme vous le dites, détourner de ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Dans le prologue, vous dites, il faut beaucoup de chaos. Vous citez Nietzsche, pour faire naître une étoile. Il en faut tout autant pour que la lumière advienne, que la vérité nous éclaire. Au début, ce sera probablement aveuglant, mais nous nous y ferons peu à peu. Elle va continuer, cette attaque. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, justement, par cette référence à Nietzsche? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Beaucoup de chaos pour faire naître une étoile. Au-delà de l'aphorisme somptueux, c'est l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir. C'est-à-dire que des pires crises, des moments les plus invraisemblables, des plus grands retournements ou bouleversements de situation, s'il y a un brin d'espoir, c'est lui qu'il faut aller chercher auquel il faut absolument s'accrocher. Et c'est pour ça que entre autres, j'ai écrit ce livre pour lutter contre l'antisémitisme, pour tenter d'arrêter ce phénomène effrayant, pour raconter leur histoire et pour rappeler une chose, c'est que ils étaient pour la plupart des pacifistes. Ça faisait des années qu'ils militaient pour l'idée d'une coexistence pacifique. Ça faisait des années qu'ils faisaient des allers-retours de la bande de Gaza vers les hôpitaux d'Israël ou les écoles d'Israël.
Eh bien, s'il y a de l'espoir, on va rester là-dessus. Un grand merci, Sébastien Spitzer, auteur de cet ouvrage que je vous recommande vraiment. Et nous danserons encore aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu nous voir dans ce studio d'Europe 1 13h. On se retrouve dans quelques instants pour la suite avec Olivier D'Artigol et Yvan Riofol. On va décrypter l'actualité qui est très riche encore aujourd'hui. Et vous aussi, vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 avec Céline Giraud de 13h à 14h sur Europe 1. Europe 1 13h.